Bonjour Yves-Marie Bercé, vous me recevez chez vous, vous êtes professeur émérite d'histoire moderne à la Sorbonne, membre de l'Institut, et vous êtes notamment l'auteur, on va parler de votre dernier livre, Esprits et démons, l'histoire des phénomènes d'hystérie collective, qui est publié par la librairie Vibert. L'hystérie collective, on peut dire que depuis des centaines d'années, depuis des millénaires, ça a pratiquement marqué tous les peuples. Il y a toujours eu à un moment ou à un autre, comme vous le décrivez, mais vous avez commencé, on va dire, à partir du XVIe siècle à décrire ces phénomènes dans votre livre, mais on pourrait remonter bien plus en amont, parler même des Lapons à un certain moment, du vaudouisme. On peut dire que depuis des millénaires, dès qu'un peuple se retrouve en circuit fermé, c'est ce que je retiens, dès qu'on a une crainte, il peut y avoir un phénomène d'hystérie collective. Alors, on peut remonter effectivement jusqu'à l'Antiquité, puisque le mot d'hystérie vient de la terminologie de la médecine antique, puisqu'elle est les convulsions, les crises qui paraissent extravagantes et qui paraissent avant tout féminines et qui sont supposées être contagieuses, ont été décrites et attribuées à des divagations de l'utérus. Alors cette théorie explicative a été ensuite réfutée au XVIe, XVIIe siècle, mais le terme est resté globalement. Il désigne donc des situations. Alors vous avez dit le mot peuple, je préfère dire des communautés fermées, isolées, au cours desquelles des situations individuelles de désarroi se traduisent par ces phénomènes physiologiques, par ces désordres corporels qui se révèlent ensuite être contagieux, pouvoir se communiquer à l'intérieur d'une maisonnée, à l'intérieur d'un couvent, d'un atelier, d'un groupe de femmes surtout, qui sont prises, si vous voulez, sous ce modèle à la fois effrayant et tentant. Vous commencez d'ailleurs votre livre en présentant plusieurs exemples de jeunes femmes, parfois même des religieuses, qui sont, dit-on, possédées par le démon, avec cette même caractéristique que l'on a retrouvée au fil des siècles. On a cru qu'elle prononçait des langues étrangères qu'elle ne connaissait pas, mais vous nuancez en disant souvent sont des propos, il y a des onomatopées, voilà. On croit que c'est des langues étrangères, mais c'est pas forcément le cas. À un moment, vous le dites. Il y a le phénomène de convulsion. Elle sautille comme des kangourous, enfin, un peu comme ce qu'on voit dans les films d'épouvante, hein, type les exorcistes. Alors voilà, il y a la crise de convulsion qui a ces symptômes particuliers, qui sont des attitudes qui paraissent impossibles à tenir, comme le corps arqué, ne soutenant plus que par la nuque et le talon, des agitations extrêmes, le gonflement du corps, le figure déformée, et puis par un certain nombre d'autres désordres mentaux, et notamment de désordres de langage, des ructations et d'apparence de langage étranger que maîtriseraient ces personnes en temps de crise. D'où l'idée qu'elles seraient possédées, pénétrées par un esprit intérieur, en l'occurrence dans le contexte chrétien, par le démon, par le diable qui défie Dieu et qui s'empare de la personne physique et des capacités intellectuelles de sa victime. Alors ainsi, la possession devient une sorte de rite, une des formes culturelle, religieuse de ces épidémies de convulsions. Et comme vous le dites, j'ai dit le mot peuple, vous m'avez corrigé en disant préférer le terme de communauté au sein d'un village. Quand une personne est possédée, il y a une sorte d'effet de contagion.
au cours de l'année. Contagion d'imitation. De cette folie, quoi, finalement. Oui, enfin, c'est-à-dire que les symptômes particuliers de l'hystérie, on reprend donc tous ces phénomènes corporels et mentaux, séduisent, fascinent et entraînent une sorte de cascade d'imitation. On prendra des exemples comme je ne sais pas moi, une épidémie de rire, une épidémie de larmes, ou simplement d'éternuement, qui font que on imite involontairement, dans des circonstances banales, anodines, quotidiennes, un comportement physique, et qui cette capacité d'imitation devient gigantesque et tragique dans le cas des phénomènes d'hystérie. Alors, dans ces phénomènes que vous étudiez, vous prenez par exemple le cas de Nicole Aubry, qui est cité dans le livre, Nicole Aubry, c'était au XVIe siècle, je crois. Ce qui est de plus incroyable, c'est la transformation physique du corps. Comment peut-on expliquer cela? Si je me mets à mimer un phénomène de folie, j'arriverai peut-être à pleurer, j'arriverai à sauter, j'arriverai à crier, mais est-ce qu'il y a une transformation physique du corps? Il faut vraiment aller très loin. Mais oui, mais c'est fascinant. Il faut rejeter l'idée de simulation ou de construction. Ah. C'est véritablement des symptômes d'une maladie psychique que les médecins analysent et à laquelle ils donnent des causalités, des étiologies différentes selon les époques, mais l'hystérie est bien reconnue et je veux dire que ces symptômes peuvent appartenir à plusieurs types de maladies, peuvent inscrire dans des catégories différentes de nosologie, mais enfin, ils ont véritablement, ils sont reconnus par la médecine. Alors, vous dites qu'il faut rejeter l'idée de simulation. Bien sûr. Ah, donc c'est vraiment une maladie. Oui, bien sûr, c'est une maladie. Et bien sûr, la contagion, elle est subie. C'est pas un entraînement volontaire. Et ce serait tout à fait sot de croire que c'est une sorte de duperie, de singerie, que des petites femmes sottes veulent se donner en spectacle et donnent la couverture de la religion, si vous voulez, à leurs désordres mentaux. Ça, je dirais que c'est vraiment une interprétation réductionniste et très très pauvre. En fait, il faut essayer de se mettre dans la psychologie dominante d'une époque et comprendre que l'aventure de la possession diabolique, avec tout son apparat, avec toute cette mise en scène, est reconnue par tout le monde à l'époque. Et que ce ne sont pas des prêtres qui l'ont inspiré, ce ne sont pas des femmes de couvent qui l'ont simulé, c'est une sorte de cérémonie collective où tout le monde est acteur et complice. Je veux dire que les confesseurs qui cherchent à exorciser, à chasser le démon, les filles qui sont possédées du démon et qui accusent autour d'elles des malheureux de les avoir ensorcelés, de condamner ces malheureux d'ailleurs à la poursuite judiciaire et au bûcher. Tout ceci, ce drame collectif, si on peut dire, résulte d'une conviction générale. Cela arrange bien l'Église aussi, parce que si on a besoin de l'Église pour chasser les démons, bah forcément, elle est là. On a besoin d'elle, non, la présence du démon, l'exorcisme existe dans le judaïsme, il existe dans les églises réformées, il n'est pas du tout Quand je parle de l'église, oui, il n'est pas limité, des autorités religieuses, je voulais dire. Oui, mais il n'est pas... à cette époque-là, au XVIe siècle, jusqu'au début du XVIIe siècle, cette croyance est véritablement commune à un moment de civilisation. En France,
dans la deuxième partie du XVIIe siècle, très précisément dans les années 1670-1680, qu'il y a un retournement, je veux dire, pas un retournement, non, un tournant, et où le clergé, si vous voulez, s'oriente, exige une version d'une religion raisonnable, et qui se défie beaucoup de ce qu'il appelle des superstitions païennes, des reliques du paganisme ou de la barbarie. Et alors là, ce tournant de la fin du XVIIe siècle est partagé également par le clergé, mais par l'ensemble de la société, par les magistrats. À ce moment-là, les juges refusent de condamner, de poursuivre pour les faits de sorcellerie. Alors, ça ne veut pas dire que les phénomènes de possession ont fini. Il en existe au XIXe siècle, il en existe au XXe, et je pense au XXIe siècle. Et simplement, leur traitement est différent, et ils n'ont plus du tout le prestige, le retentissement qu'ils avaient à cette époque. Simplement, on dira que l'hystérie se déguise désormais sous d'autres formes. La possession diabolique n'a été que, finalement, elle a, je dirais, une période relativement limitée qui va de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIe siècle. C'est tout de même extrêmement précis. Yves-Marie Bercé, nous parlons de votre livre « Esprit et démons » aux éditions Vibert, par la librairie Vibert. Vous nous emmenez dans ce voyage à travers le temps, mais à travers aussi les frontières, esprit et démons, de ces phénomènes d'hystérie collective. On a parlé de ces phénomènes d'hystérie collective liés à la croyance religieuse, donc le démon. Mais il y a aussi, plus près de nous dans le temps, Yves-Marie Bercé, les mêmes phénomènes qui peuvent se produire, c'est pas lié cette fois-ci à la question religieuse, ça peut être lié au contexte politique. Vous citez, par exemple, dans votre livre, au début des années 80, le cas de ce qui s'est passé en Palestine, avec des jeunes filles qui ont eu un problème de santé, et un phénomène d'hystérie finalement est apparu à Hébron, hein, ça. Hébron, en Transjordanie, enfin plutôt en Cisjordanie. En Cisjordanie, où tout le monde a cru que c'était l'armée israélienne qui avait envoyé des gaz toxiques. Mais c'est-à-dire que, donc, on parle du phénomène d'hystérie. On constate qu'il reçoit des étiquettes culturelles différentes selon les époques, selon les conjonctures, selon aussi les situations. Vous avez parlé de peuple, il faut bien effectivement dire que selon des cultures ethniques, de temps et de lieux particulières, l'hystérie va changer de nom. Alors aujourd'hui, au XXe ou au XXIe siècle, on a des phénomènes d'hystérie dans des classes d'adolescentes, des crises de rire, des crises de larmes. Un fou rire. Voilà, oui, irrésistible. Ça nous arrive, ça nous est tous arrivé. Quand on est en groupe, quelqu'un rit, l'autre rit. Oui, le rire est contagieux, mais voilà, c'est le rire comme une maladie qui est compulsif et irrésistible et épuisant, qui est une forme, un symptôme maladif. Alors, c'est ce qui arrive souvent dans enfin, ce qui peut arriver, non pas souvent, mais heureusement très rarement, mais dans des contextes de classe, on revient toujours à l'idée d'une communauté fermée, qui partagent les mêmes conditions de vie, le même regard sur les événements, sur leur vie quotidienne. Et alors voilà, là c'était une classe, une école de filles en Palestine cisjordanienne, et il semble qu'au départ c'est le malaise de filles du fait d'odeurs déplaisantes de latrines ou de dépôts d'ordures qui provoquent par allergie des réactions de convulsion et l'extension de ce phénomène de convulsion à toute la classe et puis à d'autres écoles encore dans
petite bourgade d'Hébron, palestinienne, on en vient à incriminer, à chercher des causes. Alors là, c'est pas le démon, mais le démon de service, si on peut dire, ça sera l'armée israélienne. C'est l'idée qu'il peut y avoir une volonté de nuire justement aux jeunes classes d'âge, d'empêcher le renouvellement des générations, ou de simplement que des manœuvres maladroites de l'armée israélienne étaient à l'origine de... Alors, voyez, on incrimine une cause conjoncturelle, actuelle, politique, parce c'est en quelque sorte le bouc émissaire qu'on trouve le plus facilement. Alors, dans ce cas-là, c'est en 1981, je crois, il y a même une organisation... 1983, une enquête suscitée par les organisations palestiniennes, et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fait une enquête très officielle, et là je me suis servi des résultats de l'enquête qui ont été publiés dans le journal médical très célèbre anglais, The Lancet, qui rend compte très exactement on a expertisé les eaux, l'alimentation, etc. Et on conclut à une dynamique psychopathologique qui est partie d'un groupe de filles, et avec cette contagiosité donc de la classe renfermée et partageant la même difficulté de vie quotidienne et les mêmes angoisses. Alors le livre revient aussi sur l'Afrique, le vaudouisme, le chamanisme chez les Lapons, mais il y a aussi un point commun qui, dans ces phénomènes parfois de transe collective, c'est l'importance et l'influence de la musique. Oui, alors l'idée que bien sûr, la musique influe sur les mœurs, c'est aussi vieux que l'humanité. Ça, on l'a aussi. On peut se référer à des textes antiques où on sait que le rythme des fifres, des tambours va amener la joie, l'apaisement, ou au contraire l'exaspération, la fatigue. Alors, c'est ce qu'on appellera, en termes un peu cuistro, la iatromusique, si vous voulez, le fait que la musique puisse servir de iatrie, de thérapie. Avec une influence médicale aussi sur notre comportement. Oui. Je me souviens d'une étude qui avait été faite par un médecin vietnamien lors d'une patinoire. Il avait analysé la musique qui était diffusée dans une patinoire pendant que les jeunes étaient en train de patiner. Quand c'était de la musique classique, il avait observé que les jeunes patinaient, se tenaient la main, les gestes étaient gracieux. Et quand on a changé la musique pour leur mettre une musique plus rock, beaucoup plus rythmée, au bout d'un certain temps, les comportements sont devenus beaucoup plus agressifs. Oui, bien intéressant. Alors, au départ, là, surtout, ce qu'il faut dire dans le cas des l'hystérie, que la musique est considérée comme un remède qui va apaiser, mais il appartient aux musiciens et aux médecins iatro-musiciens, si on peut dire, de trouver la juste mélodie, harmonie qui peut correspondre à la guérison du malheureux hystérique. Alors, on en a des rites. Les plus célèbres sont en Italie, c'est la tarentelle. Alors, une fille, mettons, désespérée, inquiète, malheureuse, déçue, frustrée, va croire, ressentir l'idée que, faisant les moissons, elle a été piquée par une araignée qui pullule dans la terre, dans les terres chaudes du sud de l'Italie, de ce qu'on appelle la province des Pouilles, ou la Puglie, dans le terme ancien. Et la croyance, qui va durer plusieurs siècles, est que la victime supposée de cette prétendue piqûre d'araignée va pouvoir être guérie par des musiciens qui jouent la musique correspondante. Cette araignée, c'est la tarentule, donc on joue une musique qui est la tarentelle, qui se joue dans la province de Tarente, et puis c'est l'extrémité du talon, si vous voulez, de la botte italienne.
et les tarentulés, lorsque les musiciens ont trouvé la juste mélodie, vont trouver un apaisement qui demande peut-être des heures ou plusieurs journées même avant de trouver le juste ton. Alors ça, c'est le rite du tarantisme, mais on pourrait trouver d'autres exemples. Il est certain que dans le vaudou, la musique joue un rôle, là aussi toujours, non pas d'exaspération, mais d'harmonie, d'apaisement. Alors, une autre, mais la musique, jouant sur les nerfs, on peut lui trouver aussi l'aspect au contraire, d'incitation à la mélancolie. Alors, je trouve un exemple très classique, et vous le connaissez peut-être, c'est celui du Ranz des Vaches. Alors, le Ranz des Vaches, c'est une mélodie particulière que jouent les bergers suisses et qui accompagne le changement de pâturage d'une vallée à l'autre. Et cet air qui est propre à chaque canton, à chaque vallée, est supposé susciter, qu'il entende chez les Suisses exilés à l'étranger, servant dans les régiments du roi de France, du roi d'Espagne ou du pape, la nostalgie de leur vallée originelle. Et lorsqu'on joue le Ranz des Vaches dans un régiment suisse au XVIIIe siècle, les recrues sont pris de mélancolie, de nostalgie et sont tentés par le suicide. Donc il était, selon des récits du XVIIIe siècle un peu controuvés, mais qui ont séduit Jean-Jacques Rousseau et plus tard Chateaubriand, il y a la légende qu'il était interdit, sous peine de mort, de jouer au fifre le Ranz des Vaches dans un régiment suisse ou dans un régiment écossais pour ne pas susciter des épidémies de suicide. C'est un livre passionnant. C'est une étude. Sur le plan historique, il a fallu aussi remonter assez loin. Comment il existe encore une documentation assez fournie? Comment avez-vous travaillé? Alors, c'était assez difficile, effectivement. Heureusement, les médecins, à toutes les époques, savent raconter. Enfin, les meilleurs d'entre eux, mettons, sont des empiriques qui savent regarder, qui savent raconter, qui ne s'en tiennent pas uniquement aux préceptes d'Hippocrate ou de Galien, et qui pratiquent la clinique au chevet du malade et qui décrivent ce qu'ils voient. Je dirais que les médecins à toutes les époques, même les médecins antiques et médiévaux, ont eu cette expérience, et Hippocrate bien sûr le premier, mais on dira que c'est surtout vers la fin du XVIIe siècle que l'étude du malade, son observation à son chevet, va je dirais se généraliser avec les études à Sydenham en Angleterre. Dans les années 1680, on l'appelle l'Hippocrate de l'Angleterre. En Italie, il y a Ramazzini, Balivi, beaucoup de médecins, et en France également, qui vont établir, alors c'est ce qui nous intéresse dans le cas de l'hystérie, un rapport entre les troubles de l'âme, de l'esprit et les désordres du corps. Le fait qu'un trouble psychologique peut faire apparaître des symptômes, des désordres physiologiques. Ça, c'est une découverte, enfin une affirmation des médecins de la fin du XVIIe siècle. Oui, alors, mais c'est comment j'ai trouvé. Alors, j'ai lu énormément de ces livres des médecins anciens, anglais, italiens, allemands. Je suis pas trop nul en langue, donc voilà, j'ai tout lu. Oui, mais cette corrélation entre la tête et le corps, on la ressent nous-mêmes dans notre vie quotidienne quand on reçoit une
très mauvaise nouvelle, quelque chose qui nous angoisse, on dit j'ai une boule au ventre et on ressent quelque chose sur le plan physique. Tout à fait. D'ailleurs, le terme là de la boule, de la suffocation est reprise dans les croyances populaires. On dit qu'ils ont un clou, qu'ils ont un ballon, une boule justement qui les étouffe. Et ça, on le trouve décrit très précisément dans les observations du XVIe, du XIXe siècle, par exemple, dans les cas d'hystérie de jeunes filles dans des villages des Alpes, isolés pendant l'hiver. Elles ressentent cette boule, ce clou qui les étouffe, qui les empêche de respirer, qui les offusque. Il y a cette corrélation entre la tête et le corps, et il y a aussi une autre partie que l'on peut aussi distinguer, mais là on sort du cadre d'esprit et démons, c'est le phénomène de croyance collective. C'est dès qu'un groupe se met à croire et est convaincu de quelque chose, l'autre groupe veut se rapprocher de la majorité. À l'époque actuelle, on le voit aussi, lorsqu'un film commence à avoir un succès dans les salles de cinéma, et vous entendez les commentaires des chroniqueurs, il est numéro 1 des entrées en salle. Il y a toute une partie du public qui ne se pose même pas la question de savoir quel film il va voir le film qui est numéro 1. Oui. Vous voyez c'est tout à fait certain. Et politiquement, c'est la même chose. On vote pour celui qui va gagner. Oui, mais dans chaque époque, on veut se rallier au modèle dominant. C'est une contagion qui est... On peut dire, oui, que c'est une contagion, si vous voulez, la contagion de l'imitation. Et alors, ce qu'on a étudié là dans l'hystérie, c'est tout de même un phénomène physiologique. Là, ce dont nous parlons, c'est une hystérie métaphorique. C'est par comparaison avec la contagion de l'hystérie morbide, physiologique, que nous parlons aujourd'hui d'hystérie collective quand on voit justement des gens suivre des slogans, des idées reçues, des lieux communs et les répéter comme des doctrines et se croire obligés de faire en quelque sorte cette récitation, comme si au fond on pourrait dire que souvent les sondages donnent cette idée-là. On leur a inculqué une leçon collective qu'ils ont lue ils ont vu à la télévision surtout, qu'ils ont lu dans les médias, et ensuite dans les sondages, on vérifie le savoir, on leur fait réciter la leçon qu'ils ont apprise, si vous voulez, voilà. Esprit et démons de Yves-Marie Bercé. J'aimerais terminer avec notre époque actuelle qui ne croit plus en rien finalement dans nos civilisations. Voilà comment cela se traduit aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, comme on croyait en beaucoup de choses, forcément on recevait comme une éponge ces phénomènes d'hystérie collective, ces phénomènes de douleur. Aujourd'hui, on ne croit plus en rien, Yves-Marie Bercé. Et pour autant, le monde ne s'est jamais aussi mal porté. Il y a encore plus de gens qui vont voir des psys, qui essayent de manger bio, parce qu'ils vont mal. Le désarroi psychologique prend des couverture culturelle, si vous voulez, différente selon les époques, selon les civilisations. Alors, oui, moi, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, comme à toute époque, il y a effectivement une suggestibilité, une labilité, comme on dira en termes un peu savants, une capacité à être influencé, à réciter, à se conformer. Et il y a des formes de désarroi qui reçoivent de nouvelles étiquettes, de nouvelles qualifications. Le mot à la mode, on dit c'est burn-out maintenant. Et alors c'est tout à fait, le stress, le harcèlement, vous voyez, tout ça sont des phénomènes qui sont véritablement là en l'espace de quelques mois ou quelques années, ces mots deviennent à la mode, ils deviennent prégnants, tout le monde est saisi de burn-out. Alors,
Et dès qu'on a mis le harcèlement, chacun est venu avec son témoignage de personnes harcelées. Dans les années 50, on disait qu'on était dominé par les ondes, si vous voulez, le radar qui vous perturbait. Le réchauffement du climat doit beaucoup, certainement, troubler beaucoup de gens. Et alors, toutes sortes les profits que font les industries pharmaceutiques qui nous envoient des produits cosmétiques, qui nous donnent des médicaments qui ne sont pas utiles. Alors, vous voyez, on construit tout un tas de boucs émissaires dont on ressent les influences négatives. Alors, il y a par exemple un symptôme qui est dégagé par les psychiatres américains, qui est le sick building syndrome, l'idée que on habite dans une maison qui est polluée, dont les canalisations sont détraquées, on va y trouver un nombre anormal de je ne sais pas quelle affection, de cancer éventuellement, et l'idée c'est que l'architecte a mal conçu les plans, que le constructeur a fait un profit illicite, tout ceci qui peut être vrai d'ailleurs, hein, mais simplement qui devient une sorte de psychose obligatoire nécessaire. Donc je crois que on va trouver tout un tas dans l'avenir, je suis pas en peine, je suis sûr que les conditions de la vie moderne qui contiennent toujours des cas de renfermement, en quelque sorte, de communauté. On pourrait dire que, après tout, les auditeurs d'une chaîne de télévision, même s'ils sont des millions, quand ils regardent la même émission au même moment, on peut dire qu'ils forment une communauté fermée. Et donc, on peut dire que les symptômes d'hystérie n'ont pas dit leur dernier mot. Je pense que ils font partie en quelque sorte, de notre fragilité et de notre propension à l'imitation, et donc ils ont de beaux jours devant eux. Yves-Marie Bercé, merci de m'avoir reçu. Vous êtes professeur émérite d'histoire moderne à la Sorbonne, membre de l'Institut, et nous venons de parler de votre dernier livre, Esprit et démons, l'histoire des phénomènes d'hystérie collective. C'est publié par la librairie Vuber, donc chez Vuber. Merci Yves-Marie Bercé. Merci beaucoup.